Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. On vous parle régulièrement d'éducation nouvelle en général, de Maria Montessori en particulier. Un très beau film vient de sortir autour de sa vie et de son œuvre sous le titre La Nouvelle Femme. Il est signé Léa Todorov, elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actu, c'est la journée internationale des mathématiques et la France a un bilan contrasté, quelques brillants esprits qui gagnent des médailles Fields, mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, elle a découvert en feuilletant le journal Mon Quotidien, un fascinant chasseur d'aurores boréales. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Sandra Ferreira sur le plateau repas de notre diététicienne et nutritionniste, un ingrédient essentiel de la période pascale, le chocolat. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. C'est un film à multiples facettes que nous vous invitons à aller voir aujourd'hui. Son titre, La Nouvelle Femme. Une première facette est historique, pédagogique. Il s'attache à un épisode de la vie de la célèbre médecin et pédagogue italienne Maria Montessori. Une deuxième facette est plus politique. Le film interroge le patriarcat, le lien entre éducation et régime politique, l'égalité entre les femmes et les hommes. Troisième facette, profondément humaniste. Vous porterez votre regard sur une formidable troupe d'enfants neuroatypiques que l'on ne voit quasiment jamais à l'écran. Et puis la quatrième facette est plus intime. Elle touche à la vie même de notre invitée, la réalisatrice de ce film, Léa Todorov. Bref, j'ai plein de choses à lui demander. Donc pour entrer dans le vif du sujet, tout de suite, la bande-annonce. È un'educazione piena d'amore, quella che ci ha permesso oggi di portare qui questi bambini all'esame del corso preparatorio. Je m'appelle Tina. È stato un grande successo, Aya. Ma quanto vale un successo se il prezzo da pagare è questo? Io voglio stare con mio figlio. Lo sai che non è possibile. Perderei la mia reputazione. No, tu sei un uomo, nessuno oserebbe. Dis du jeu. J'ai inventé une méthode. No. Si, racontez-nous une histoire. Je vais révolutionner l'école. Tu stai un po' esagerando, Maria. Seguite bene il colore, J'ai l'intuition que les méthodes développées à l'Institut n'ont rien de spécifique à l'éducation des idiots. Blue. Io non posso continuare a farmi schiacciare dal tuo egoismo e dalla tua ambizione. Questa è la mia croce. Partire in guerra per conquistare i diritti del bambino. La Nouvelle Femme en salle depuis hier. Léa Todorov, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce film, mais aussi comme co-autrice d'un documentaire qu'on cite très souvent ici, qui est Révolution École de Johanna Gruzinska. Tiens, je veux bien qu'on commence par là d'ailleurs, parce que dans ce documentaire, vous vous intéressiez au mouvement de l'éducation nouvelle dans les années 20, après l'ouverture par Montessori de sa Casa dei Bambini. Et là, vous avez choisi de remonter avant, de nous raconter la Montessori de l'Institut pédagogique où elle travaille au début du siècle. Bah oui, tout à fait. Moi, quand j'ai découvert Montessori pour le documentaire, elle est déjà une star. Je me rappelle très bien de la première fois que je l'ai rencontrée comme ça dans le journal pour la Ligue, pour l'éducation nouvelle, comme ça, qui était une des sources dont on s'était inspiré pour penser ce film. Et elle devait venir à leur congrès et elle ne venait pas. Et on sentait vraiment la star qui se laisse désirer. Et donc, ça nous avait donné envie, et moi, de lire des biographies, d'explorer sa vie. Et j'avais été très touchée par ce moment autour du tournant du siècle où il se passe comme ça, on va en parler, mais quelque chose de très fort dans sa vie intime aussi, dans son rapport à son propre fils, dans sa maternité, et puis de comprendre aussi que elle, comme d'autres dans le film, Ovid de Crowley en particulier, étaient des médecins qui avaient commencé par travailler avec des enfants donc neuroatypiques ou porteurs de handicap moteur, et que c'est au sein de ce travail et avec ce public qu'ils ont développé des méthodes qui sont ensuite devenues celles en fait qu'on connaît aujourd'hui comme éducation nouvelle. Voilà, on y reviendra d'ailleurs, mais il y a quand même beaucoup de médecins dans l'histoire de l'éducation nouvelle, parce qu'elle-même est l'héritière d'Itard, de Bournonville, etc., Séguin, mais Korczak était médecin, enfin il y a beaucoup de docteurs. Juste un point, comme ça on l'évacue, les années troubles de son parcours, ça vient après aussi, ça c'était plutôt dans Révolution École, ça va être son compagnonnage avec Mussolini. Exactement, ouais. Mais je pense que quand on travaille sur Maria Montessori, on est passionné de comprendre aussi comment cette alliance a pu avoir lieu, parce que finalement elle est complètement contre nature, parce qu'ils poursuivent vraiment des objectifs séparés. Et je pense que moi, ma conviction qui s'est renforcée, je dirais là, en réétudiant sa vie pour ce nouveau film, c'est vraiment qu'elle était convaincue que sa méthode était tellement puissante qu'elle vaincrait son ennemi de l'intérieur. Que la femme nouvelle serait plus forte que l'homme nouveau. C'est ça. Que l'homme nouveau que voulait fabriquer
Moussaïni. Il y a un pan complexe de sa vie qui, en revanche, est au cœur du film, c'est son propre rapport à la maternité. Et ça, je l'ai découvert. Ah bah c'est l'ambivalence suprême, évidemment, d'une femme qui n'a pas pu, et le film essaye d'explorer aussi les raisons de cet empêchement, élever son propre enfant, et qui s'est dévouée à l'enfance en général. Elle ne veut pas se marier, c'est pour ça qu'elle doit choisir en fait entre son métier, son engagement et son enfant. Ça pose aussi la question de son accès à l'enfant. Il y a une belle scène très très tendue avec le père de l'enfant que vous avez filmé. Juste derrière, il y a le portrait d'une Madone, justement, à l'enfant. C'est aussi un film féministe et c'est un personnage profondément féministe, Montessori, tel que vous nous l'a montré. Bah moi, ça, j'en avais pas pris conscience, je pense, en travaillant sur Révolution École, de à quel point son engagement pour le féminisme était important. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment aussi occupé cette place en tant que femme scientifique, d'essayer d'expliquer aux femmes de la société italienne de l'époque qu'il fallait qu'elles se saisissent des outils de la pensée scientifique pour trouver une nouvelle place dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, finalement, la modernité du discours féministe qu'elle était capable de tenir. Aussi, pour un travail égal, salaire égal, cette problématique est aussi dans le film. Voire salaire tout court, puisqu'on découvre que dans cet institut dans lequel elle enseigne au début, qui n'accueille donc que des enfants, comme on dit neuroatypiques aujourd'hui, à l'époque on disait idiots ou déficients, elle n'est même pas payée. Et dernier point, avant de passer à l'anti-sèche, c'est aussi un film sur la sororité. Et c'est là où on va introduire un personnage qui lui est un personnage fictif, joué par Leila Bekti dans le film, et qui se prénomme Lily. Bah, c'était important. Alors Lily, elle incarne bien sûr pour plein de raisons mon regard aussi sur Maria Montessori, mais aussi le regard d'une mère qui ne sait pas comment regarder son enfant, pour le coup atypique, et qui incarne de ce point de vue-là le regard de toute notre société sur ses enfants. On va justement parler du regard, et précisément du regard, si vous voulez bien, juste après l'anti-sèche. La réalisation du film est très belle, le casting aussi, je ne peux pas citer tout le monde, mais donc au minimum quand même, Yasmine Trinca dans le rôle de Maria Montessori, Leila Bekti, je viens de le dire, dans celui de Lily, et puis Raphaël Sonville-Cabi dans le rôle de sa fille. On va se retrouver après l'anti-sèche, Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Au programme de cette anti-sèche, un petit peu de mathématiques, votre matière préférée, car c'est aujourd'hui la journée... Mais quoi? Non, Ok. non, je t'avoue. C'est aujourd'hui la journée internationale des mathématiques. Ça change pas, oui. Oui, même les mathématiques ont une journée internationale. Mais c'est une journée qui a été créée en 2019 sous l'égide de l'UNESCO. Et pourquoi c'est si important, les mathématiques, dois-je le rappeler? C'est parce qu'elles jouent un rôle dans la compréhension des enjeux société et environnement. C'est ce qu'on peut lire sur le site de l'Organisation internationale. Et si c'est le 14 mars, la journée internationale, c'est parce que ça vient du nombre pi. Pi, 3, 14, 3... Je chiffre Mars. Mars et 14 le jour, j'ai validé. Ok, donc les maths c'est extrêmement important, mais pour ce qui est des Français, on a quelques médailles Fields, on le rappellera, mais sinon on n'est pas super brillant dans les études internationales. Oui, il y a beaucoup d'études qui le prouvent. Hein. On a beau prendre le problème dans tous les sens, rien n'y fait. La dernière évaluation menée dans le cadre du programme international pour le suivi des acquis des élèves, le fameux PISA, classe les jeunes Français 23e place en mathématiques, c'est pas dingue. C'est Singapour les premiers, mais on va y revenir. Et puis, autre étude, cela vient du Conseil scientifique de l'éducation nationale, cette fois, et c'était en septembre dernier. C'était au sujet du niveau des élèves de 6e. Là encore, ça va pas du tout. Hein. On parle d'un niveau alarmant, je cite. Alors, plusieurs soucis, quelques-uns. Sur une ligne graduée de 0 à 5, seuls 22% placent correctement la fraction 1/2. Les erreurs révèlent aussi, je cite, une vaste confusion entre différents types de nombres. Par exemple, les élèves confondent 1/2 et 1,2 et une méconnaissance des symboles, du sens des symboles. Ils se trompent également dans les calculs avec les nombres décimaux. Beaucoup pensent que 0,8 plus 1 fait 0,9. Bah oui. Mais non, ça fait pas ça. Ah, je sais, ça fait 1,8. Je maîtrise le sujet. Même constat, là on parlait des écoliers ou des collégiens, mais même constat dans les classes supérieures, notamment au lycée. Alors oui, il n'y a pas vraiment d'études, donc là je subodore parce qu'en fait, depuis la réforme du lycée et du bac en 2021, seuls 59% des élèves de terminale suivent encore un enseignement de mathématiques, alors qu'avant ils étaient 90%. Donc j'en déduis qu'ils doivent être un peu moins bons. En fait, le niveau doit pas être incroyable. Pourtant, des solutions, il y en a. On parle beaucoup de Singapour, de la fameuse méthode de Singapour. Oui, ce n'est pas une fatalité. Il faut se battre. Donc justement, la méthode Singapour va être adoptée par l'enseignement des maths, pour l'enseignement des maths en primaire. Il faut prendre le problème à la racine. Une méthode qui propose de passer du concret à l'abstrait. C'est pas très très loin d'ailleurs de ce qu'on voit dans le film. Une petite scène de mathématiques. Hein. Très, très proche. Alors, on peut leur faire confiance parce que je rappelle que Singapour, ils sont numéro 1. Donc on peut y aller. Hein. Donc le principe,
l'élève manipule des objets tels que des bâtons, des jetons, c'est vrai, des cubes ou encore des objets de la vie quotidienne. Les professeurs remplacent ensuite ces objets par des images ou des dessins réalisés au tableau avant de laisser place aux chiffres. Et pourquoi Singapour a développé sa propre méthode? C'est parce que dans les années 80, soit 15 ans après leur indépendance, ils se sont retrouvés sans matheux pour construire des ponts et des infrastructures. Donc ils ont dit tiens, les maths ça va être notre priorité, et ça a marché. Donc c'est un bon exemple à suivre. Et voilà, ils ont fait du Montessori et ça a marché parce qu'il y a une scène qui montre quasiment ça dans le film sur les mathématiques. En plus, il y a quand même quelques Français qui ne sont pas nuls. Allez, on a des médailles on a des médailles Fields. Il s'appelle par exemple Hugo Duminil, le copain, qui a reçu avec 3 autres mathématiciens en 2022 cette fameuse médaille qui est un peu l'équivalent de notre prix Nobel. C'est pas mal, non? Voilà, et la médaille c'est Fields, pas le seul. Qu'a remporté la mathématicienne Mariam Mizrakani. Oui, en 2014. Et alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'elle est née un 12 mai, et donc c'est le 12 mai qu'a été instaurée la Journée internationale des femmes en mathématiques. Ça, c'est un autre sujet encore. Et j'ai trouvé dans la presse régionale une autre idée pour motiver l'apprentissage des maths. Un restaurateur fan de maths installé en Bretagne à Saint-Brieuc propose à ses clients de résoudre une équation mathématique afin d'obtenir un petit déjeuner gratuit. Je trouve ça une bonne idée. Ah mal, faudra vous nous montrer. Ouais, vous nous montrerez quand même l'équation parce que si c'est le théorème de Fermat, on est mal barré. J'aurais dit la même chose. Ouais. Parce que on se retrouve pour la récré. Oui, avec plaisir. Oral, Léa Todorov. La nouvelle femme, c'est le titre de ce film de Léa Todorov, sa première fiction, mais certaines des scènes les plus belles rendent grâce à votre expérience de documentariste. Ce sont notamment les scènes où vous filmez les enfants qu'accueille cet institut de Montessori, qui sont interprétés par des enfants, des acteurs neuroatypiques. Vous avez choisi de tourner avec eux à l'écran, ça a la force de l'évidence. Ça n'était pas dans votre esprit au début? C'était surtout que j'y avais pas apporté de pensée, puisque quand on écrit un scénario, on est d'abord obsédé par les questions de dramaturgie, de comment les personnages vont évoluer, de qu'est-ce que ça va raconter. Et c'était quand je me suis reconfrontée à finalement la nécessité tout d'un coup de penser ce casting et qui seraient ces enfants, que ça a été évident qu'on allait faire un casting composé essentiellement d'enfants neuroatypiques et de porteurs de handicap moteur aussi. C'est un grand mélange de diversité. Vous l'avez mentionné, il y a des échos entre le personnage de Lily et vous, et votre vie. Et le film est d'ailleurs dédié à Sophia. À la fin du film, c'est écrit « C'est pour toi, c'est grâce à toi », lui dites-vous. Et Sophia, c'est votre fille. C'est sa naissance qui lance l'écriture de la fiction, puisqu'elle naît avec un syndrome génétique, et donc elle m'envoie du côté des parents d'enfants différents, et on n'est absolument pas préparé en théorie à vivre cette expérience, mais par contre, forte de quelques années de recherche sur les pédagogies alternatives, je me suis retrouvée plutôt bien armée. Et c'est vrai que... Ça vous a aidé tout de suite, vous avez réussi à vous dire entre le... immédiatement. Comme ça, le choc de la nouvelle, dire bon, ok, c'est pas grave. Non, moi j'ai été d'une compétition. Une warrior. À toute épreuve. Et puis c'est vrai que c'est vraiment l'écriture, elle s'est passée pendant que j'accompagnais ma fille dans des stages de thérapie intensive, qui n'étaient pas des thérapies Montessori à l'époque, parce qu'elle était vraiment bébé, donc il s'agissait pour elle d'apprendre à manger, puis d'apprendre à marcher. Mais enfin, c'était une ambiance qui, je pense, était très fidèle à l'esprit de Montessori et de Séguin avant elle, à savoir une ambiance dans laquelle on attend beaucoup des enfants, on les sollicite, on les stimule, on les encourage. C'est nos petits champions et j'ai vu à quel point ça fonctionnait. Et on les regarde. Vous parliez du regard juste avant l'anti-sèche. Beaucoup se joue dans les regards dans le film d'ailleurs. À la fois le regard porté sur les enfants neuroatypiques à l'époque de Maria, mais aussi la note. J'aimerais dire qu'il y a une partie, c'est un peu le message politique aussi de ce film. C'est que vous dites, regardez-les. Complètement. Moi j'ai le sentiment au final qu'on a fait le film pour ça et que c'est un peu le cheval de Troie du film, quoi. C'est-à-dire vous allez aller voir le film parce que c'est un film d'époque en costume qui porte sur Maria Montessori, c'est intéressant. Avec Yasmine Franca et Leïla Bekti, c'est chouette. Et puis en réalité, ce que vous allez découvrir, c'est ces enfants que vous avez jamais regardés comme ça, et prendre ce temps. Et pour moi, c'est non seulement politique dans ce que ça offre aujourd'hui comme possibilité pour le spectateur de découvrir, mais même dans le fait de le faire, parce que c'est deux mondes qui se rencontrent, ces enfants et l'équipe, et le tournage même était une expérience pour moi politique. C'est ce dont témoignent d'ailleurs toutes celles et ceux, dont j'ai lu les témoignages et qui ont participé, mais notamment Leïla Bekti le disait dans une interview, qu'il y a un lien extraordinaire qui s'est tissé entre tous ces enfants et toute votre équipe, pas que les comédiens d'ailleurs. Je me demande aujourd'hui si c'est pas lié au fait que quand on s'occupe d'être, que ce soit des bébés, des enfants, on libère des hormones de joie et d'amour. Et vraiment, je veux dire, c'est l'ocytocine, enfin c'est connu. Et je pense que notre tournage a été nimbé de nos hormones comme ça. Et vraiment, et c'est vrai que ça a été une expérience extrêmement lumineuse pour nous tous.
tous, de passer ce temps ensemble avec les 2 comédiennes qui étaient incroyablement généreuses, avec l'équipe qui se chargeait de soutenir les enfants dans chaque instant. Et cette jeune enfant comédienne, hein, finalement Raphaël Sonneville-Kaby, qui est le rôle de Tina, de la fille de Lily, qui est interprétée par Leila Bekti dans le film. Regard sur l'enfant ou sur les enfants en général, c'est un message éducatif universel de Montessori, mais c'est aussi cette idée que tout enfant peut apprendre, peut être éduqué. C'est pas juste regardez-le, c'est regardez-le en tant qu'être qui va progresser. Et c'est le non négociable en fait. Et c'est ça le cœur de cette pédagogie. Oui, aujourd'hui, on parle de voir le potentiel de ces enfants et de ne pas les enfermer dans leur handicap. Et je pense que c'est une grande problématique de l'école aujourd'hui, où on voit une crise de ce grand principe de l'inclusion, mais qui n'est pas suivi de moyens, et qui donc se heurte pour les professeurs à quelque chose qui les déborde et les dépasse, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire face à des élèves qui arrivent en classe et pour lesquels ils ne sont absolument pas formés, ou surtout accompagnés, avec des aides humaines qui sont trop peu nombreuses, trop peu rémunérées, trop peu formées. Enfin, donc il y a une espèce de difficulté au sein de l'école, et l'alternative, c'est des instituts dans lesquels, pas toujours, mais quand même, on a du mal, entre autres pour les IME, à avoir le moindre les objectif instituts médico-éducatifs. Voilà. Ouais. Et il y avait quand même un déficit de personnel. Alors vous pensez peut-être aux AESH, qui sont les personnels qui sont dans les classes, mais pour autant que je sache, dans certaines grandes académies, il n'y a que 2 pédopsies dans l'ensemble de l'académie, donc pour des centaines et des centaines d'enfants qu'il faudrait suivre. Finalement, cette école inclusive, on la condamne presque en essayant de la mettre en place, parce qu'effectivement, derrière, les enseignants disent « attends, ça ne marche pas ». Oui, et je pense qu'on traverse en ce moment même vraiment une crise, en plus avec des enseignants qui prennent la parole pour expliquer à quel point ils sont épuisés de cette inclusion forcée. Mais la solution, c'est pas de renvoyer ces enfants dans des lieux où on les abandonne sans projet éducatif. Et ouais, comme veut le faire un inspecteur au début du film, ces idiots minent la race de notre pays. Alors comme on est juste avant l'arrivée du fascisme en Italie, évidemment, ça résonne d'une manière particulière. Prenez le temps de la regarder, dit Maria Montessori à Lily, quand cette dernière lui amène sa fille, message furieusement contemporain que martèle sur le plateau tous les psys. Quand je dis le plateau, le nôtre, tous les psys que nous recevons, il faut les regarder, les enfants, il ne faut pas regarder les portables, il faut leur donner une attention réelle. On continue à en parler avec Léa Todorov juste après la récré. Cécile Fournier. Cécile, rebonjour. Rebonjour. Vous nous avez déniché pour cette récré un chasseur d'aurores boréales en lisant le journal Mon Quotidien, le quotidien des 10-13 ans d'édition Playback, que l'on salue amicalement. Oui, alors son nom, il s'appelle Michael Bonamy, il est photographe depuis 16 ans. 16 ans maintenant, il est décrit donc dans Mon Quotidien comme chasseur d'aurores boréales. D'aurore Boréales occasionnelles. Autrement dit, il cherche à photographier ce phénomène incroyable. Il y parvient, comme on peut le voir sur son blog, michaelbonamy.com. Phénomène auquel on l'ignorait, qui ne se forme que du côté des pôles. Exactement. Michael Bonamy explique que plus les latitudes sont élevées, plus on a de la chance d'en trouver. Alors, on en trouve l'explication scientifique toujours dans Mon Quotidien. Alors, je me transforme un peu en Michel Chevalet, pour ceux qui ont la rêve. C'est gentil de faire des rêves pour les gens de mon âge. Mais la mienne aussi. Alors, les 2 pôles fonctionnent comme 2 gros aimants qui attirent les particules projetées par le Soleil. Ça, c'est la Terre. Et quand ces particules entrent avec la partie haute de l'atmosphère, ce sont les couches de gaz entourant la Terre, des lumières colorées apparaissent dans le ciel. Génial. Il y a des outils pour aider à la traque de ces aurores. Oui, il existe des sites, des applis, puis il faut se référer à ce qu'on appelle l'indice CAP. Cet indice donne la puissance de l'éruption solaire et donc de la puissance de la projection de particules qui provoque, on vient de le dire, les aurores boréales. Et si cet indice se rapproche de 9, c'est banco. 9 étant le plus haut chiffre sur cette échelle. Mais le 17 mars 2015, l'indice était de 8. Et pourtant, on en a vu dans le nord des Vosges, des aurores boréales. Et oui, dans les Vosges. Il faut quand même que les latitudes soient élevées pour en voir. Donc les Vosges, c'est un peu l'exception. Il faut aller plus au nord. C'est la France, c'est pas vraiment... Il faut pas aller là. C'est pas l'idéal. L'idéal, c'est les pays. Ce sont les pays scandinaves, Norvège, Suède, Finlande, au Canada aussi. Ou comme Michael Bonamy en Islande, dans la région de Reykjavik, on peut en voir d'octobre à mars. Attention, il faut se dépêcher, c'est presque fini. Mais il faut être patient, parce que Michael Bonamy a eu beaucoup de chance, parce qu'il en a vu pendant 6 nuits d'affilée, mais c'est assez chose rare, il faut attendre. D'accord, il est chanceux ce garçon. Les aurores boréales qui ont été source de beaucoup de légendes, beaucoup de mythes. Ouais, c'est tellement extraordinaire, c'est normal, on a envie de rêver. Alors j'ai sélectionné quelques-uns. Chez les Vikings. Chez les Vikings, c'est le reflet des armures des Valkyries, des vierges guerrières à cheval envoyées par le dieu Odin à la recherche d'autres grands guerriers. Bien sûr. Chez les Samis, qui est un peuple de Laponie, les aurores boréales annonçaient un mauvais présage, car ces lumières étaient considérées
considérées comme étant les âmes des morts. Ou plus encore près de nous, dans le folklore irlandais, cette fois, les aurores boréales soulageaient la douleur de l'enfantement. Les femmes enceintes ne devaient cependant jamais regarder directement les lumières. Les enfants pourraient sinon naître avec les yeux qui louent. Ah ouais, c'est leur version à eux, des cloches qui sonnent. Voilà. Ouais. Ou non, du vent qui passe. Non, vous n'avez pas ça? C'est le vent pour vous? Moi, ouais. C'est les cloches. Okay. C'est vraiment le bon moment pour en voir, en tout cas, parce que le soleil atteint son pic d'activité cette année, en 2024, et ce sera aussi le cas en 2025. Exactement. Génial, Cécile, merci beaucoup. Grand oral, Léa Todorov. Le film est sorti hier et vous aurez compris qu'on vous le recommande vivement. Récit fictionné d'un épisode de la vie de la docteure et pédagogue transalpine Maria Montessori sous la caméra de Léa Todorov. Son titre, La Nouvelle Femme. Film féministe aussi, critique du mariage, critique de la dépendance économique, critique aussi de l'enfermement qu'impose la maternité, parce que d'une certaine façon, Lily et Maria Montessori sont deux femmes qui disent « j'ai pas besoin de mon enfant ». D'ailleurs, c'est dit par l'une d'entre elles texto. Par Lily, voilà. qui à ce moment-là est encore dans son mouvement de rejet de son enfant aussi à cause de sa différence. Donc c'est quand même une parole aussi d'emportement, bien sûr. Et qui évolue. Ensuite, elle en parle surtout comme d'une faille narcissique, ce qui, je pense, était pour moi important aussi de parler, puisque c'est quelque chose, cette faille de la part des parents d'enfants neuroatypiques, on n'en parle pas si souvent. Mais je pense surtout qu'elles ne se définissent pas par leur maternité, ou en tout cas l'intégralité de leur rapport au monde ne se définit pas par cette maternité. Et ça, c'est aussi encore d'une grande modernité. Ne serait-ce que là, en attendant de venir parler sur votre plateau, je voyais qu'il défilait une information selon laquelle c'est encore majoritairement les femmes qui sacrifient leur emploi pour s'occuper des petits-enfants. Enfin, une étude de l'adresse qui est sortie il y a quelques jours, absolument. Donc on est encore en plein dedans. Montessori qui part en guerre pour conquérir les droits de l'enfant, on le voyait d'ailleurs dans la bande-annonce, et ceux des femmes, et au fond la structure du discours qui maintient sous la coupe des hommes aussi bien les enfants que les femmes, c'est un petit peu la même. J'ai vu votre film en disant que le combat est un peu... C'est une convergence des luttes, ça, et même ça combat. vient de la structure même de nos sociétés depuis des millénaires, pour lesquelles femmes et enfants font partie des propriétés des hommes, et donc d'une certaine manière sont négociables face au monde, donc on peut les vendre, elles nous appartiennent, on vend ces enfants. Quand on veut leur donner le droit de vote, on dit que de toute façon elles ne seront pas capables, elles vont se tromper ou elles feront comme leur mari. Bon, mais avant, on vend les enfants pour se libérer de ses dettes. Enfin, c'est vraiment le sentiment que le patriarche, c'est le propriétaire. Parlant de maternité, le rôle de Betsy, qui est tenue par Nancy Houston, votre maman. C'était pas mal de lui donner le rôle de celle qui tente d'éclairer et de donner les clés aussi à ces deux femmes de la génération suivante. Comme elle vous les a données à vous. Comme elle a tenté de me les donner à moi. Et vous savez, la société est plus forte que les parents. C'est vrai. Ouais. Je pense que quand on est dans la société, moi j'ai grandi dans les années 80-90 en France, je pense que la société a joué un rôle plus fort dans la pensée de ce que c'était que d'être une femme que ma mère qui pourtant s'était battue pour des libertés 20 ans avant. Et oui, et qui est une des premières voix qui s'est élevée sur certains sujets d'ailleurs. C'est de son expérience à Maria Montessori et non plus à votre mère dans ces instituts qu'elle tire les fondements de ce qui va devenir sa méthode. On le voit aujourd'hui avec tout le matériel qui est dans les écoles Montessori. En fait, il y a les écoles Montessori avec écrit Montessori sur la porte, qui souvent sont des écoles privées, qui coûtent extrêmement cher. Mais en fait, il y a du Montessori dans l'école publique, dans plein d'endroits. Et depuis longtemps, parce que d'abord, il faut rappeler que ce matériel qui porte le nom de matériel Montessori, elle le ramène de France, où il était utilisé par Bourneville dans l'héritage justement de Itard et de Séguin qu'il avait développé au début du 19e siècle. Donc c'est un matériel qui est ancien et aussi français, je suis vraiment fière. Et puis, évidemment, moi, dans l'école publique où ma fille étudie en ce moment en classe de CP, ils utilisent les lettres mobiles, justement pour les mathématiques, les barres, cubes, j'imagine, les barres. C'est ça. Enfin, voilà, c'est quelque chose sans pour autant que ce soit estampillé Montessori, mais c'est vraiment rentré dans les mœurs. Je pense que c'est le cas de beaucoup de la pédagogie dite alternative, des pédagogies nouvelles. De toute façon, après 45, il y a quand même eu une imprégnation très forte des programmes de l'éducation nationale par les programmes de l'éducation nouvelle. Et oui, dans la foulée du plan Langevin-Vallon, il y a un message politique dans le film pour l'inclusion, on l'a compris, pour l'éducabilité, mais qui s'exprime aussi dans des termes humanistes, parfois presque chrétien. Montessori dit de l'éducation prodiguée à ses enfants qu'elle est pleine d'amour. Et elle insiste beaucoup sur l'amour. Il faut aimer ses enfants. C'est difficile d'en faire une politique publique, de transmettre cette disposition, un sentiment, aller vers l'autre. Alors que je pense que c'est au cœur, et on le voit bien, de la pédagogie, quelle qu'elle soit. En tout cas, je sais que ma petite fille aujourd'hui...
idolâtre sa maîtresse et que c'est aussi pour ça qu'elle travaille bien, qu'elle a envie de lui faire plaisir. Il y a un échange, il y a un transfert dans le lien de l'enseignement et qui, je pense, est important de rappeler comme principe. Et Bourneville, qui était très scientifique et qui était très socialiste, donc on peut difficilement l'accuser d'avoir voulu porter un message chrétien, disait exactement et faisait le même constat et disait qu'il avait bien constaté que si les personnes qui entouraient les enfants étaient pleines d'attention et pleines d'amour, les enfants allaient mieux et apprenaient mieux. Allez, nouveau programme pour les inspects, là où se forment les enseignants. Aimer les enfants, ça tient en 3 mots et on peut décliner ça. Vous restez avec nous, on va à la cantoche, nous. Alors, il n'y a pas beaucoup question des cantoches dans Montessori. Il était tout à fait question des cantoches avec Montessori, qui apprenait aux enfants à verser eux-mêmes, mais l'autonomie, mais bien sûr, et tous les... Mais ouais. Les verres, les plateaux. Dans les écoles Montessori, c'est eux qui font la nourriture. Génial. Et ben nous, on a une diététicienne nutritionniste qui nous invite à faire tout ça. Vous restez avec nous si vous le voulez bien, plateau repas. C'est dans quelques secondes, non sans avoir remercié Cécile, Sandra Ferreira. Et c'est Pâques sur le plateau de la quotidienne et pour ce plateau repas. Bonjour Sandra. Bonjour Emmanuel. Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. Vous sentez l'odeur? Moi j'ai des odeurs de chocolat jusque-là. Allez, on parle chocolat. Oui, on parle chocolat. Pâques. Pourquoi c'est bon le chocolat? Oui, parce que je vais dire des bonnes choses. Mais oui. Des bonnes choses sur le chocolat, parce qu'il regorge d'antioxydants, ces petites molécules anti-vieillissement en fait, et ça regorge de vitamines, de minéraux. Alors attention, ça ne marche que pour le chocolat noir à 70% de cacao minimum, puisque c'est dans le cacao qu'on retrouve toutes ces bonnes petites choses. C'est ce qui est le plus intéressant. Attention tout de même à ne pas en consommer trop parce que sous prétexte que je vais dire aujourd'hui plein de bonnes choses sur le chocolat, n'allez pas vous enfiler 1 ou 2 tablettes derrière. Bon, un antioxydant, ça veut dire quoi un antioxydant? Alors un antioxydant, déjà il faut savoir pour rajouter un mot un peu compliqué, que les antioxydants du chocolat, c'est ce qu'on appelle des flavonoïdes. Et ces flavonoïdes, il y en a 10% dans la poudre de cacao. En gros, ça ralentit le vieillissement de vos cellules, parce que vous savez, on vieillit et donc les cellules s'abîment petit à petit. Et ça permet de prévenir certaines maladies. D'accord, mais moi je buvais plein de thé pour ça, ou je sais pas quoi. Alors oui, figurez-vous, j'ai quelques chiffres. La capacité antioxydante du cacao, c'est 4 à 5 fois plus élevée que la capacité antioxydante du thé noir. Non. 2 à 3 fois plus élevée que celle du thé vert et 2 fois plus élevée que celle du vin, mais le vin n'est pas indispensable. Oh là là, c'est très bon pour le système cardiovasculaire, c'est ça? Également aussi, alors quelques études que j'ai retrouvées, que la consommation quotidienne de chocolat réduirait de 37% les maladies cardiovasculaires. J'ai ramené ce qu'il faut aujourd'hui pour être en bonne santé. 48% le risque d'accident vasculaire cérébral et 27% celui d'infarctus du myocarde. Et en plus, les fameux flavonoïdes qui se trouvent dedans permettent de diminuer l'apparition du mauvais cholestérol, ce qui limite encore les maladies cardiovasculaires. Mais ça se digère bien ou pas? Parce que quand on en mange trop... Alors ça se digère bien si on n'en mange pas trop. En revanche, il y a une idée reçue sur le chocolat. On dit souvent que le chocolat, ça constipe. Eh bien, figurez-vous que c'est l'inverse parce que c'est très riche en fibres. Le chocolat noir est très riche en fibres, donc n'hésitez pas. Il contient aussi des polyphénols, encore un joli petit mot, pour dire que ça renforce votre muqueuse intestinale. Et c'est une excellente source de magnésium, de fer, de zinc. Et ça, vous le savez, c'est plutôt bon pour le stress, contre le stress. Alors, côté glycémie... Je pose des questions d'experts maintenant. J'aime beaucoup, je sens que vous êtes un assistant. Parfait. L'index glycémique, j'en parle souvent dans l'émission, ça permet de classer les aliments en fonction du pouvoir d'élévation du sucre dans le sang. C'est-à-dire que plus l'index glycémique est élevé, moins c'est bon pour la santé parce qu'on risque d'avoir très faim derrière et c'est moins bon pour les problèmes de diabète et autres. Donc il faut qu'il soit bas. Le chocolat noir à 70% de cacao est autour de 25, ce qui est très bien. Ça permet, on est beaucoup plus rassasié. Et là, ce qui tombe bien, on remercie les boutiques Les Belles Envies qui ont fait des chocolats vraiment inspirés de l'index glycémique bas parce que là, on va avoir des petits œufs au lait et au chocolat noir à un index glycémique 25, ce qui est très bas. Alors, ça n'empêche pas que les calories sont là. C'est juste que ça va moins élever la glycémie, donc c'est meilleur pour la santé. Les petits mendiants là-bas, les mini-tablettes mendiants IG, index glycémique de 19. Et l'œuf magnifique, qui est vraiment magnifique. Je ne sais pas si on voit à l'intérieur, il y a des incrustations aussi d'oléagineux. On a un index glycémique de 20. Donc c'est très très bas. Donc ça permet de manger à Pâques de jolies choses et qui ne sont pas trop mauvaises pour la santé. Maintenant on peut les manger sans savoir tout ça juste parce que c'est bon. Exactement. Allez, on se rappelle, c'est toujours un petit régal. Plutôt l'œuf. Allez, un petit œuf pour Léa Todorov. Pendant, vous voulez quoi? Un petit œuf. Allez, je vous remercie. Les œufs. Moi je ne mange pas pour l'instant, sinon je ne vais pas pouvoir vous redire d'aller voir La Nouvelle Femme, le film de Léa Todorov. Très très beau film. Yasmine Trinca dans le rôle de Maria Montessori, Leïla Bekti dans celui de Lily. Très très beau film politique, film qui,
Bon, vous avez compris que j'ai aimé le film. Ah oui, là, je pense que c'est bon. Hein. C'est clair. Le film merci. Et le chocolat. Super, et le chocolat aussi. Merci aussi, Sandra. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, Marine Plantec pour la préparation de l'émission. Et puis également, en régie actuellement, Michael Fristo pour le son et Angèle Jean-Girard pour la réalisation. Vous restez sur School TV, sauf si c'est pour aller au cinéma. Et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.